Le 1er septembre 2004, dans une petite ville d'Ossétie du Nord, appelée Beslan, un commando armé s'empare d'une école. Plus de 1100 personnes, des enfants, des enseignants, des parents, se retrouvent prisonniers. 3 jours de terreur. Plus de 300 morts, dont la majorité étaient des enfants. Et au cœur du chaos, une question que personne n'avait osé poser jusqu'alors. Pourquoi les forces spéciales russes, pourtant entraînées et déterminées, n'arrivaient-elles pas à traverser une simple cloison en briques pour atteindre les preneurs d'otages? La réponse était brutale. Le fusil d'assaut en service à l'époque, le Kalachnikov série 74, dans sa version courte, avait été conçu pour les champs de bataille ouverts, pour des distances comprises entre 100 et 300 mètres. Sa balle de 5,45 mm rebondissait sur les murs porteurs ou s'y arrêtait net. Derrière ce mur, le terroriste était vivant et les otages mouraient. C'est de cette leçon amère qu'est née l'idée d'une arme radicalement différente. Pas un Kalachnikov amélioré, pas un canon raccourci sur une vieille plateforme, mais quelque chose capable de faire ce que personne n'avait jamais demandé à une arme d'épaule: traverser des murs en briques, percer une protection balistique de classe militaire et neutraliser une cible, même sans contact direct. Voilà comment commence l'histoire du complexe Tchak-12. Les preneurs d'otages avaient transformé le gymnase de l'école numéro 1 en forteresse improvisée. Des explosifs étaient suspendus au plafond, des tireurs postés derrière des murs épais, des otages utilisés comme boucliers humains. Chaque couloir était un piège, chaque porte une embuscade potentielle. Les unités d'élite du Service fédéral de sécurité, le SFB, équivalent russe du contre-espionnage et de la lutte antiterroriste, se retrouvaient face à un paradoxe tactique. Plus elles s'approchaient, plus elles exposaient les civils. Et à distance, leur armement standard était incapable de percer les murs derrière lesquels se cachaient les terroristes. Le 3e jour, des explosions retentissent à l'intérieur du gymnase. L'assaut devient inévitable. Les forces spéciales entrent dans un bâtiment en flammes, sous les tirs, avec des enfants qui courent dans tous les sens. Le bilan final, plus de 330 morts, reste à ce jour l'une des catastrophes antiterroristes les plus meurtrières de l'histoire européenne. Dans les semaines qui suivent, les responsables des forces spéciales russes font un constat aussi simple que douloureux. Leurs hommes étaient courageux, entraînés, motivés. Mais leurs armes n'étaient pas faites pour ça. Le Service fédéral de sécurité formule alors des exigences techniques qui n'avaient jamais eu de précédent dans l'industrie de l'armement russe. La nouvelle arme doit pouvoir traverser une maçonnerie standard d'une seule balle. Elle doit neutraliser une cible protégée par un gilet pare-balles de classe militaire. Elle doit être suffisamment compacte pour fonctionner dans un couloir d'école ou une cage d'escalier. Elle doit accepter un silencieux. Et elle doit fonctionner par -20 degrés, dans la poussière, dans l'eau, sans jamais tomber en panne. Ce cahier des charges est envoyé à Toula, une ville à 200 km au sud de Moscou, qui abrite depuis des siècles les meilleurs armuriers de Russie. Toula, c'est une ville symbole dans l'histoire des armes russes. Depuis Pierre le Grand, ses ateliers fabriquent des fusils, des canons, des pistolets. Au XXe siècle, ces bureaux d'études ont produit certaines des armes les plus ingénieuses de l'époque soviétique. C'est là que se trouve le Bureau central d'études et de recherche pour les armes de sport et de chasse, le Tsekhibeso, une filiale du Bureau de conception instrumentale, l'un des grands centres de recherche en armement de Russie. Derrière ce nom discret se cache une institution qui a produit des fusils de précision silencieux, des pistolets spéciaux, des systèmes anti-chars. Quand la commande pour une arme de rupture arrive après Beslan, elle tombe entre les mains de gens habitués aux problèmes que personne d'autre ne sait résoudre. À la tête du projet, un ingénieur nommé Vladimir Zlobin. Ce n'est pas un inconnu dans les cercles fermés de l'armement spécial. Quelques années plus tôt,
Il avait mené la conception du fusil de précision silencieux grand calibre, connu sous le nom de Vyklop, un mot russe qui signifie échappement, comme celui d'un moteur. Ce fusil à verrou, chambré pour une cartouche subsonique de 12,7 mm, avait déjà démontré que des balles lourdes et lentes pouvaient traverser des protections que les cartouches conventionnelles ne pouvaient pas entamer. Mais le Vyklop était conçu pour un tireur embusqué, travaillant coup par coup, à l'abri, avec le temps de viser. Inutilisable dans le couloir d'une école en flammes. Zlobin et son équipe partent donc de cette base solide pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. La cartouche du Vyklop, 12,7 mm pour une douille de 55 mm, référencée sous le code E7C 130, avait déjà prouvé son efficacité contre les protections balistiques. Il suffisait de garder la douille et de développer de nouvelles ogives autour d'elle. Ce n'est pas un simple emprunt, c'est une décision stratégique. Plutôt que de repartir de zéro sur la balistique, l'équipe concentre toute son énergie sur le grand défi, créer un mécanisme de tir entièrement automatique capable de fonctionner de manière fiable, avec une cartouche aussi puissante, dans un boîtier assez court pour entrer dans une pièce par une porte standard. En 2004, aucune arme automatique de série au monde ne proposait ce que Zlobin cherchait à construire. Les Américains avaient leur carabine courte M4 sous cartouche 5,56 mm, efficace en champ ouvert, incapable de traverser une cloison en parpaing. Les Allemands proposaient la série MP5 de chez Heckler & Koch, une arme impeccable en matière de fiabilité, mais dont la balle de 9 mm Parabellum ne pouvait physiquement pas accomplir ce qu'on demandait à la future arme russe. Les ingénieurs de Tula travaillaient dans un espace vide, sans modèle à suivre, sans concurrent à dépasser, sans précédent à étudier. C'était à la fois une liberté totale et une pression immense. L'arme que Zlobin et son équipe devaient concevoir n'existait nulle part ailleurs dans le monde. Ils ne pouvaient pas ouvrir un manuel de référence, comparer des solutions existantes et choisir la meilleure. Ils devaient inventer. Mais inventer avec méthode, car chaque décision technique allait avoir des conséquences directes sur la survie des hommes qui utiliseraient cette arme dans les situations les plus dangereuses qui soient. La première grande décision fut la configuration générale de l'arme. Dans un fusil d'assaut classique, le chargeur et le mécanisme de culasse se trouvent devant la poignée pistolet. Cela donne une arme longue, facile à manier en champ ouvert, mais encombrante dès qu'il s'agit de passer une porte ou de progresser dans un couloir étroit. Les ingénieurs de Tula optèrent pour la configuration dite bullpup, où le chargeur et la culasse sont placés derrière la poignée pistolet, directement contre l'épaule du tireur. Cette disposition permet d'obtenir un canon de longueur normale, indispensable pour la balistique d'une cartouche aussi puissante, dans un encombrement total nettement inférieur à celui d'un fusil classique. Pour un opérateur qui doit monter un escalier, franchir un seuil, ou se glisser entre deux meubles dans une pièce occupée par un preneur d'otages, ces 20 cm gagnés peuvent représenter la différence entre l'initiative et la mort. Mais le bullpup a ses propres défauts, et les ingénieurs le savaient parfaitement. Le plus sérieux, l'éjection des douilles. Dans la plupart des armes en configuration bullpup, la douille est expulsée sur le côté, ce qui pose un problème immédiat si le tireur change d'épaule pour tirer depuis un angle différent. Une douille brûlante projetée vers le visage dans une fraction de seconde est une expérience que personne ne souhaite répéter. Pour résoudre ce problème, l'équipe de Zlobin conçut un système d'éjection, par le dessus et vers l'avant. La douille part vers le haut, passe par-dessus l'arme et retombe devant le tireur, loin de son visage, quel que soit le côté depuis lequel il tire. Ce détail technique, qui semble anodin sur le papier, transforme complètement la flexibilité tactique de l'arme dans un espace confiné. Vint ensuite la question la plus délicate de toute la conception, le mécanisme d'alimentation automatique. La grande majorité des fusils d'assaut modernes fonctionnent par prélèvement de gaz.
Une fraction des gaz de combustion est dérivée depuis le canon, pousse un piston, qui lui-même arme la culasse et éjecte la douille. Ce système est fiable, éprouvé, économique. Mais il présente un défaut rédhibitoire pour ce projet précis. Il est calibré pour une cartouche donnée, avec une pression de gaz donnée. Or, l'équipe de Tula travaillait sur une arme qui devait fonctionner avec au moins 3 types de munitions radicalement différentes. Une balle subsonique lourde, une balle légère en aluminium et une balle perforante à noyau saillant. Ces 3 cartouches développent des pressions internes très différentes. Un système à gaz réglé pour l'une d'elles aurait donné des incidents de tir constants avec les 2 autres. La solution choisie fut inattendue pour une arme automatique de ce calibre. Le fonctionnement par recul à course courte du canon. Ce principe est bien connu dans les pistolets semi-automatiques. C'est justement le mécanisme qu'utilisait John Browning lorsqu'il conçut le Colt modèle 1911, chambré pour le 45 ACP. Dans ce système, le canon lui-même recule sur quelques millimètres lors du tir, entraîne la culasse avec lui, puis se sépare d'elle pour permettre l'éjection de la douille et l'alimentation d'une nouvelle cartouche. Ce mécanisme n'est pas sensible à la pression des gaz. Il réagit à l'énergie cinétique du recul, qui reste proportionnelle à la masse et à la vitesse de la balle, quelle que soit la cartouche utilisée. Transposer ce principe à une arme entièrement automatique, chambrant une cartouche de puissance bien supérieure à un pistolet de service, constituait un défi d'ingénierie réel. Mais c'est ce que l'équipe de Zlobin réussit à accomplir. La culasse tourne sur 2 tenons d'appui pour assurer le verrouillage au moment du tir. La poignée d'armement est escamotable et placée sur le côté droit de l'arme. Le boîtier de culasse est en acier embouti, tandis que la poignée pistolet, le fût et la crosse sont en polyamide haute résistance, un choix qui permet de limiter la masse totale sans sacrifier la solidité des éléments porteurs. À l'avant du canon, un frein de bouche à 2 chambres réduit le recul. Ce frein est conçu pour recevoir directement un silencieux, non pas comme une option secondaire, mais comme un élément central de la conception. Le chargeur, en polyamide haute résistance, est fixé à l'arrière de l'arme, tout contre la crosse, selon la logique du bullpup. Il existe en 2 versions, 10 ou 20 cartouches. La contenance réduite est une conséquence directe des dimensions imposantes de la munition. Pour un opérateur habitué au Kalachnikov 74 court, le changement de chargeur demande une rééducation musculaire complète. La main doit aller vers l'arrière et vers le bas, et non vers l'avant, comme dans les automatiques classiques. Les premières unités équipées de cette arme ont consacré des heures d'entraînement à ce seul geste, jusqu'à ce qu'il devienne un réflexe. Sur l'arme sont intégrés des rails Picatinny en haut, en bas et sur les côtés. La poignée de transport intègre les organes de visée mécaniques, notamment un viseur à œilleton, plus rapide à acquérir que le guidon classique, et particulièrement efficace dans les conditions de faible luminosité. En configuration opérationnelle, un viseur point rouge ou un viseur optique peut être monté sur le rail supérieur. Dessous, une poignée avant, une lampe tactique ou un lance-grenades à tambour peuvent être fixés selon la mission. La masse totale sans munitions ni accessoires est de 5,2 kg pour une longueur de 675 mm, des dimensions remarquablement contenues pour une arme de cette puissance, rendues possibles uniquement par la configuration bullpup.
Une arme n'est rien sans sa munition. C'est une vérité que les ingénieurs de Tula avaient intégrée dès le premier jour du projet. Ils ne cherchaient pas à adapter une cartouche existante à une nouvelle arme. Ils construisaient les deux en parallèle, comme un mécanicien qui conçoit simultanément un moteur et la voiture qui doit l'accueillir. Le résultat fut une famille de munitions sans précédent dans la catégorie des armes automatiques d'assaut. 3 cartouches de 12,7 mm pour une douille cylindrique de 55 mm, chacune reposant sur une philosophie balistique radicalement différente des deux autres. Pour comprendre ce que représente ce calibre, il faut le comparer à ce que connaissent les soldats et les opérateurs des forces spéciales. La cartouche standard du Kalachnikov 74 mesure 5,45 mm de diamètre pour une douille de 39 mm. Celle du complexe Chak-12 mesure 12,7 mm pour 55 mm. Posées côte à côte, ces deux cartouches produisent sur tout professionnel des armes le même effet de surprise que la comparaison entre un couteau de table et une machette. La balle du nouveau complexe pèse plusieurs fois plus que celle du Kalachnikov. Elle ressemble davantage à un petit obus anti-char qu'à une munition d'arme légère conventionnelle. La première cartouche de la famille est la balle subsonique lourde. Elle quitte le canon à environ 295 mètres par seconde, une vitesse qui semble lente, comparée aux 1000 mètres par seconde d'un fusil de précision standard, mais qui est trompeuse. Ce qui compte ici, ce n'est pas la vitesse, c'est la masse. Une balle lourde, lancée à vitesse modérée, accumule une énergie cinétique considérable. Et cette énergie ne disparaît pas au premier obstacle. Elle le traverse. Lors des essais, 20 tirs subsoniques consécutifs sur le même point d'un mur en briques standard ont créé une ouverture suffisante pour observer ce qui se passait de l'autre côté. Ce n'était pas une démonstration spectaculaire, organisée pour impressionner une commission. C'était la validation d'une exigence précise, inscrite dans le cahier des charges depuis le premier jour. La même cartouche subsonique, testée en série sur des bidons d'eau alignés, illustra un autre phénomène. La balle traversait le premier bidon en générant une onde hydraulique qui déchirait le contenant de l'intérieur avant même que la balle n'en soit sortie. Le deuxième bidon subissait le même sort. Le troisième était atteint, mais la trajectoire de la balle avait légèrement dévié sous l'effet du freinage dans le liquide. Le quatrième bidon, dans la quasi-totalité des séries de tirs, restait intact. Cela signifiait que la profondeur de pénétration effective de cette cartouche dans un milieu simulant les tissus biologiques atteignait l'équivalent de 3 obstacles consécutifs. Une performance remarquable pour un projectile subsonique, et un indicateur clair de la létalité de l'arme à courte distance. La deuxième cartouche de la famille repose sur une philosophie opposée. Il s'agit d'une balle légère en aluminium, dont la légèreté confère à l'impact une libération d'énergie immédiate et dévastatrice. L'aluminium est un métal mou. Il ne perce pas. Il n'est pas conçu pour traverser une protection. Son rôle est entièrement différent. Lorsqu'une telle balle percute un milieu liquide ou des tissus mous, elle se déforme instantanément et libère toute son énergie cinétique en une fraction de seconde. L'effet est celui d'une onde de choc concentrée. Un choc hydraulique qui détruit tout dans un rayon immédiat autour du point d'impact. Lors des essais sur gel balistique, cette cartouche laissait une cavité d'entrée et de sortie de dimensions considérables. La balle se fragmentait et se déformait sur toute la longueur du canal de pénétration, libérant son énergie de manière continue plutôt que ponctuelle. Il n'y avait pas de pénétration en profondeur, mais cela n'était pas nécessaire. L'effet d'arrêt immédiat était maximal. Ces deux cartouches définissent deux rôles tactiques opposés. La balle subsonique lourde est une arme de pénétration. Elle passe à travers les obstacles, neutralise les cibles protégées, traverse les matériaux de construction. La balle en aluminium est une arme d'arrêt immédiat. Elle concentre toute sa puissance au point d'impact, sans risque de traverser la cible dans un espace où des civils pourraient se trouver juste derrière. Dans une prise d'otage, cette distinction est fondamentale. Un opérateur qui tire sur un preneur d'otage tenant un enfant devant lui
ne peut pas se permettre qu'une balle traverse la cible et continue sa course. La cartouche en aluminium répond précisément à cette contrainte. La troisième cartouche est la balle perforante à noyau saillant. Son noyau en acier dur dépasse légèrement de l'ogive, ce qui concentre la force d'impact sur une surface minimale au moment du contact avec une protection balistique. Cette cartouche traversait la plaque balistique, le support en bois derrière elle, et poursuivait sa trajectoire avec une énergie résiduelle suffisante pour atteindre une cible placée en arrière. 3 rôles, une seule arme, 3 chargeurs. Changer de chargeur ne signifiait pas simplement recharger. Cela signifiait modifier radicalement le comportement tactique de l'arme. La flexibilité ainsi obtenue était sans équivalent dans l'histoire des armes automatiques spéciales. Les limites de cette famille de munitions sont tout aussi importantes à comprendre que ses performances. Au-delà de 150 mètres, la balle subsonique lourde perd rapidement en précision et en énergie. L'arme n'a pas été conçue pour le tir en champ ouvert. Elle n'en est tout simplement pas capable dans des conditions normales d'utilisation. C'est un outil de combat rapproché, dans le sens le plus strict du terme. Couloir, cage d'escalier, pièce, cour intérieure. Cette limitation n'est pas un défaut, c'est un choix délibéré. Le complexe Chak 12 a été conçu pour faire une chose mieux que n'importe quelle autre arme au monde. Neutraliser une menace dans un espace fermé, quelle que soit la protection dont dispose cette menace. Les essais d'une arme aussi atypique que celle conçue par Zlobin et son équipe ne pouvaient pas suivre les protocoles habituels. Les commissions d'évaluation qui testaient des fusils d'assaut classiques disposaient de grilles d'analyse rodées depuis des décennies. Précision à 100 mètres, fiabilité en conditions extrêmes, cadence de tir, durée de vie du canon. Ces critères restaient pertinents, mais ils ne constituaient qu'une fraction de ce qu'il fallait évaluer ici. Comment mesurer objectivement la capacité d'une arme à traverser une cloison de briques? Comment comparer l'effet d'arrêt de 3 cartouches radicalement différentes sur des cibles protégées? Les ingénieurs du Tsekibeso durent concevoir leur propre protocole, souvent en tâtonnant, et ce processus lui-même réserva plusieurs surprises. Le premier essai sur protection balistique
donna un résultat qui faillit compromettre l'ensemble du programme. La cartouche perforante, tirée sur un gilet de classe militaire, suspendue librement à un support métallique, pénétra les premières couches de la plaque et s'y arrêta, sans ressortir de l'autre côté. Pour les observateurs présents ce jour-là, la conclusion semblait évidente. L'arme ne tenait pas ses promesses. Certains membres de la commission parlèrent ouvertement d'échec. Mais les ingénieurs refusèrent cette interprétation. Ils avaient remarqué quelque chose que les observateurs n'avaient pas noté. Au moment de l'impact, le gilet entier avait oscillé comme un pendule, absorbant une partie de l'énergie de la balle par son déplacement d'ensemble. Ce phénomène est bien connu des spécialistes de la balistique terminale. Une protection souple non fixée se comporte toujours mieux qu'une protection portée par un être humain ou solidement ancrée à un support rigide, précisément parce qu'elle peut bouger librement. L'équipe demanda une seconde série de tirs, cette fois avec le gilet sanglé contre un panneau en bois épais, sans aucun jeu possible. Le résultat fut sans appel. La cartouche perforante traversa la plaque balistique, traversa le panneau en bois et alla s'enfoncer dans un bloc de matériaux absorbants placé en arrière. La commission, qui s'apprêtait à rédiger un rapport négatif, dut revoir son jugement. Cet épisode eut une conséquence durable sur la méthode. Toutes les évaluations ultérieures sur protection balistique furent menées exclusivement sur cibles rigidement fixées, et cette exigence fut intégrée dans le protocole officiel d'essai du complexe. Les tests de fiabilité en conditions extrêmes révélèrent d'autres aspects inattendus. Immergée dans l'eau pendant 30 minutes, puis sortie et mise en action immédiatement, l'arme fonctionnait sans incident. Enfouie dans du sable fin, puis récupérée sans nettoyage, elle donnait quelques incidents d'alimentation sur les premiers tirs avant de fonctionner normalement. Un résultat jugé acceptable pour une arme dont l'environnement opérationnel normal est un bâtiment et non un désert. Les essais par température négative, moins 25 degrés pendant 12 heures, puis mise en action immédiate, ne produisirent aucun incident de fonctionnement notable. Le mécanisme de recul à course courte du canon, moins sensible aux variations de viscosité des lubrifiants par le froid que les systèmes à gaz, se révéla particulièrement adapté aux conditions hivernales russes. La cadence de tir en mode automatique fut mesurée entre 500 et 750 coups par minute, une valeur délibérément modérée, en rapport direct avec la capacité limitée des chargeurs. Une cadence plus élevée aurait vidé un chargeur de 20 cartouches en moins de 2 secondes, rendant l'arme pratiquement inutilisable en combat réel. La cadence retenue permettait à un opérateur entraîné de tirer des impulsions de 2 ou 3 cartouches avec un contrôle suffisant pour maintenir la précision à courte distance. La commission approuva explicitement cette valeur dans son rapport final, en soulignant qu'elle résultait d'un choix délibéré et non d'une contrainte technique. L'épreuve la plus spectaculaire de toute la campagne d'essai fut aussi la plus simple dans son principe. Une section de mur en briques, construite aux dimensions et selon les techniques standards utilisées dans les immeubles d'habitation russes, fut érigée sur le stand de tir. L'équipe d'évaluation se plaça à une distance opérationnelle réaliste et ouvrit le feu avec la cartouche subsonique lourde, en concentrant tous les tirs sur un point unique de la maçonnerie. Après 20 coups tirés en séquence, il existait dans le mur une ouverture suffisante pour y passer la tête et observer l'espace situé derrière. Ce n'était pas un trou symbolique, c'était une brèche réelle, créée par la seule énergie cinétique d'une arme légère tenue à l'épaule, sans aucun engin explosif, sans outil de démolition. Le représentant du service fédéral de sécurité présent lors de cet essai ne fit aucun commentaire à chaud. Mais son rapport transmis à Moscou le lendemain recommandait l'adoption du complexe sans réserve. La décision de lancer la production en série fut prise au cours de l'année 2010. Les premières unités sortirent des ateliers de Toula à un rythme volontairement limité. Cette arme n'était pas destinée à équiper des régiments entiers, mais des cellules d'intervention de quelques dizaines d'hommes au sein des unités les plus spécialisées du service fédéral de sécurité. Entre 2011 et 2012, les premiers exemplaires furent remis aux unités opérationnelles. La cérémonie de dotation,
si tant est qu'il y en eût une, ne fit l'objet d'aucune communication publique. Les hommes qui reçurent cette arme travaillaient dans des structures dont les noms mêmes étaient peu connus du grand public. Et c'est exactement ainsi que les choses devaient se passer. Quand une arme entre en service dans une unité d'élite, elle disparaît. Les opérations ne font pas l'objet de communiqués de presse. Les hommes qui portent ces armes ne donnent pas d'interview. Les rapports après action restent classifiés pendant des années, parfois des décennies. Le complexe Tchak 12 ne fit pas exception à cette règle. Entre 2012 et 2020, presque rien ne filtra sur son utilisation réelle. Ce silence n'était pas un signe d'échec. C'était la marque habituelle d'une arme qui fonctionne. Exactement dans les milieux où la discrétion est une condition opérationnelle fondamentale. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les unités du Centre de Forces Spéciales du Service fédéral de sécurité, le TSEZEN du SFB, furent les premières à intégrer cette arme dans leur doctrine d'intervention. Ces unités conduisent les opérations de libération d'otages, de neutralisation de cibles armées en milieu urbain dense et d'assaut sur des bâtiments fortifiés. Pour elles, le complexe ne représentait pas un équipement de plus à ajouter à un inventaire déjà chargé. Il représentait une capacité entièrement nouvelle, celle de créer des points d'entrée dans des structures où il n'en existait pas, sans recourir à des explosifs qui auraient pu mettre en danger des civils à proximité. Les entraînements conduits avec le complexe modifièrent profondément la façon dont ces unités planifiaient leurs assauts. Là où une équipe devait auparavant identifier des ouvertures existantes, portes, fenêtres, brèches préexistantes, elle pouvait désormais en créer en temps réel, depuis une position protégée, sans s'exposer au feu adverse. Une partie des tâches qui relevaient auparavant du génie de combat, démolition de cloisons, ouverture de passages dans des murs porteurs, pouvait être accomplie par un seul opérateur armé du chargeur adapté. Ce changement ne concernait pas seulement le matériel. Il transformait la logique même de la planification tactique des interventions antiterroristes. Les premières mentions publiques d'une utilisation en conditions réelles apparurent dans des publications spécialisées russes au cours des années 2020. Les détails restaient rares et imprécis, mais le contexte était sans ambiguïté. Des opérations en milieu urbain, dans des zones de combat à haute densité de population, exactement l'environnement pour lequel l'arme avait été conçue 20 ans plus tôt. Le fait qu'une arme de niche aussi spécialisée reste en service actif plus d'une décennie après son adoption officielle est en lui-même un indicateur de performance. Dans le domaine de l'armement spécial, les systèmes qui ne donnent pas satisfaction disparaissent rapidement des dotations. Pendant ce temps,
Le reste du monde suivait une trajectoire parallèle sans le savoir. Les armées occidentales, confrontées aux mêmes réalités du combat urbain en Irak et en Afghanistan, cherchaient elles aussi à sortir du paradigme de la petite balle rapide, héritée des années 70. Les États-Unis lancèrent en 2017 leur programme de remplacement du fusil d'assaut standard. 5 ans de compétition entre plusieurs fabricants aboutirent en 2022 à la sélection d'un nouveau système chambré en 6,8 mm, une cartouche offrant de meilleures performances de pénétration contre les protections balistiques modernes. Mais cette nouvelle munition restait conçue pour des engagements à plusieurs centaines de mètres, dans une logique de champ de bataille ouvert. Elle ne répondait pas à la même question que le complexe Chak-12. Les Européens exploraient pour leur part des calibres intermédiaires entre les munitions pistolet et les munitions de fusil. Des compromis pragmatiques qui ne remettaient pas fondamentalement en cause la doctrine du tir à distance. Ce que les Occidentaux n'avaient pas produit et que les ingénieurs de Tula avaient livré dès 2012, c'était une arme qui posait une question entièrement différente. Pas comment tirer plus loin, plus vite, avec plus de précision, mais comment atteindre une cible qui se cache derrière un mur, dans un couloir, avec la certitude absolue que la balle arrivera quand même. Cette question fut résumée lors d'une présentation fermée en 2023 par un officier du Centre de Forces Spéciales du Service fédéral de sécurité, dont la formulation circula ensuite dans plusieurs publications professionnelles spécialisées. Il déclara que le H-12 n'est pas un fusil qui tire à travers les murs, c'est un argument dans le débat sur ce qu'on appelle une couverture. Cette phrase décrivait avec précision le changement de paradigme que l'arme avait introduit dans la conception même du combat en espace confiné. Une cloison en briques n'est plus une couverture face à cette arme. Un gilet pare-balles de classe militaire n'est plus une garantie de survie. Un angle mort derrière une porte en béton n'est plus un refuge. Ces certitudes tactiques, qui structuraient depuis des décennies la formation des forces d'intervention du monde entier, avaient été remises en question par une équipe de quelques ingénieurs dans un bureau d'études de Tula, travaillant sous contrainte de secret totale, à partir d'un cahier des charges né de la tragédie de Beslan. En avril 2023, le groupe industriel Rostec confirma officiellement que le complexe Chak-12 faisait l'objet d'un intérêt concret de la part d'acheteurs étrangers. L'arme fut présentée au salon Interpolitech avec un accent délibéré sur ses perspectives à l'exportation. Le marché potentiel restait étroit. Seules des forces spéciales gouvernementales, disposant d'un budget de formation conséquent et confrontées à des missions d'assaut en milieu fermé, pouvaient constituer des acheteurs réalistes. Mais l'existence même de cet intérêt, plus de 10 ans après l'adoption du complexe, confirmait ce que les spécialistes savaient déjà. Dans sa niche, cette arme n'avait toujours pas d'équivalent dans le monde. Vladimir Zlobin et ses collègues du Tsekhi-Besso n'eurent jamais la reconnaissance publique qui accompagne ordinairement les grandes innovations dans l'armement. Pas de photographie dans les journaux, pas de remise de prix télévisée, pas de nom gravé sur une plaque commémorative dans un musée de l'armement. Leurs noms apparurent dans quelques publications techniques, plusieurs années après les faits. Mais l'arme qu'ils avaient construite continua de fonctionner entre les mains de ceux qui en avaient besoin. Et dans ce milieu-là, c'est la seule forme de reconnaissance qui compte vraiment. Si cette histoire vous a intéressé, laissez un commentaire pour nous dire quelle arme vous souhaiteriez découvrir dans un prochain épisode de l'Arsenal de l'Histoire. Un like et un abonnement nous aident à continuer ce travail, et chaque nouveau membre compte.